Bonjour et bienvenue dans Space, ici depuis le pont du navire de recherche Plymouth West. Au large des côtes de la Manche, nous verrons comment l'utilisation de satellites combinés à des mesures en mer contribue à une meilleure compréhension des océans. Mais d'abord les nouvelles du mois de notre univers. Le rover américain Curiosity a découvert des indices de la présence d'eau salée la nuit sur Mars. Pour autant, la planète est toujours considérée comme trop hostile pour que la vie puisse y exister à l'heure actuelle. Le robot Philae de la mission Rosetta, lui, a révélé l'absence de champ magnétique sur la comète Chury, ce qui pourrait balayer l'une des principales théories sur la formation des planètes. Et pour finir, la société américaine United Launch Alliance vient de dévoiler les plans de sa nouvelle fusée Vulcan qui sera dotée d'un moteur 100% américain et non plus russe comme sur les précédents lanceurs. Revenons maintenant à notre sujet principal, les océans. Ont beau recouvrir 70% de la surface de la Terre, que sait-on exactement sur eux ? Bienvenue à Plymouth, l'une des villes portuaires emblématiques de l'Angleterre. Au fil des siècles, c'est d'ici que nombre de navigateurs, soldats et autres scientifiques ont pris la mer. L'équipe du laboratoire marin de Plymouth perpétue donc la tradition et s'apprête à rejoindre sa station d'analyse au large des côtes de la Manche. Aujourd'hui, nous sortons en mer pour essayer de prélever des échantillons d'eau et utiliser nos capteurs électroniques. Nous cherchons à tester véritablement l'écosystème, à mesurer la colonne d'eau et à voir ce qui se passe dans la station. Víctor Martínez Vicent est un scientifique espagnol spécialisé dans l'analyse combinée des données satellites et des données collectées en mer. Nous collectons des échantillons à une profondeur déterminée, puis nous les transvasons dans ces flacons et nous les rapportons au labo. Ces échantillons sont précieux pour les océanographes car ils leur procurent des informations réelles et cruciales, leur permettant ainsi d'anticiper l'évolution des océans. Il s'agit d'une approche conjointe, donc nous utilisons des échantillons prélevés sur zone pour avoir une idée précise de ce qui se passe dans l'environnement, pour mesurer les interactions entre les différents paramètres, chimiques, physiques, biologiques, et puis nous comparons toutes ces données à celles observées par les satellites. Aujourd'hui, l'analyse des échantillons portera sur la couleur. C'est elle qui indique aux chercheurs la présence de phytoplancton, ces algues microscopiques qui sont à la base de la chaîne alimentaire océanique et qui produisent la moitié de l'oxygène sur Terre. Les résultats présentés par Víctor serviront ensuite à affiner les données fournies par les satellites. Dans cette petite éprouvette, il y a des milliers de cellules minuscules. Il y a du phytoplancton qui est à l'origine de la photosynthèse, ainsi que des bactéries et d'autres types de particules. On peut les détecter grâce à des instruments de mesure en laboratoire qui vont compter chacune de ces cellules. L'une des raisons pour lesquelles nous faisons cela, c'est pour faire coïncider ce que voient les satellites et ce qu'il y a vraiment dans les océans. Courant 2015, ce satellite de l'ESA baptisé Sentinel-3 rejoindra la flotte d'observation de la Terre déjà en orbite dans le cadre de Copernicus. Ce programme européen marque une nouvelle étape dans l'observation des océans en offrant un flux ininterrompu de données depuis son orbite polaire. Quand on traverse l'océan du pôle Nord au pôle Sud avec un satellite, on met 50 minutes du pôle Nord au pôle Sud. 50 minutes pour refaire le tour. Sachant qu'on va faire 14 tours par jour, on aura une couverture globale pratiquement en un jour, qu'il faudrait peut-être un an pour faire ça en bateau. On a beau savoir depuis longtemps que les océans régissent la vie sur Terre et gouvernent pour ainsi dire la météo et le climat, les yeux de Copernicus permettent de voir ce qui se passe à l'échelle de la planète. Depuis l'espace, on mesure à distance des paramètres physiques comme la température, la salinité. On sait mesurer la masse par la variation du champ de gravité et on mesure la hauteur de l'océan, qui est un intégrateur de plusieurs phénomènes, et aussi la couleur de l'océan en regardant dans le visible. Si l'espace a assurément beaucoup à nous apprendre, rien ne remplace l'observation in situ. L'équipage dispose d'ailleurs d'un nouveau dispositif capable de contrôler automatiquement le rayonnement solaire. This is an above water radiometer.
Ce radiomètre observe la couleur de l'océan depuis le pont du bateau, exactement comme le ferait un satellite. Mais ici, les mesures sont prises juste au-dessus de la surface de l'eau. Nous procédons ainsi afin de pouvoir valider de façon plus précise ce que le satellite observe. Ce seul paramètre, la couleur de l'océan, constitue une mine d'informations sur notre planète. Il nous apprend en particulier comment celui-ci réagit au changement. Le phytoplancton dont je parle est microscopique, dynamique et très actif. Et on peut le considérer comme un signe précurseur. En clair, il répond très rapidement au moindre changement. L'observation satellitaire a révolutionné la recherche océanographique. Chaque paramètre peut être mesuré, cartographié et modélisé à grande échelle, de quoi permettre aux scientifiques de commencer à examiner les tendances et les signes de l'interaction entre la couleur de l'océan, sa hauteur et la température. Le niveau de la mer a certes augmenté, mais pas partout et pas de façon uniforme. Mais globalement, cette tendance est en augmentation. Les températures des océans ont également augmenté. Les températures de surface, cela dit, pas tant que cela au cours des 2 dernières années. Et c'est précisément ce qui intéresse les scientifiques. Avec autant de données disponibles émanant aussi bien de l'espace que des fonds marins, nous devrions lentement mais sûrement parvenir à déchiffrer nos océans. Nous entrons dans une période où les informations sur les océans sont très nombreuses. Il y a la télédétection satellitaire, les observatoires, le suivi sur zone et d'importants systèmes autonomes en mer. On en sait aujourd'hui davantage qu'à n'importe quelle autre époque grâce à la technologie. Une fois que nous aurons compris cela, on pourra se projeter dans l'avenir pour détecter quels changements interviendront et comment l'environnement s'y adaptera. Laissons l'océan derrière nous et retrouvons à présent notre série L'Académie des astronautes en compagnie de Thomas Pesquet, qui s'entraîne pour être en forme dans l'espace. Bonjour, je m'appelle André Rosenberger et je suis le coach sportif de Thomas. Je me sens bien, c'est juste un échauffement. Il faut donc faire travailler certains muscles en particulier, comme les muscles antigravitaires. Donc, on focalise nos exercices sur les muscles des jambes et du dos. Ok, c'est bien, mais est-ce que tu transpires assez? Il faut gagner en masse musculaire, ou du moins conserver la masse musculaire actuelle et la masse osseuse. Après 6 mois passés dans l'espace, on perd de la masse corporelle et de la masse osseuse. On perd aussi de son équilibre. Au retour, on n'est pas en grande forme, donc si vous partez de là, vous risquez de finir ici. Et c'est tout l'intérêt de s'entraîner avant de partir dans l'espace. Le mois prochain, nous ferons le point sur les dernières missions vers Mars. À bientôt.